Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Soumaïla Berté. Bonjour, à la une de cette édition, la pénurie des hydrocarbures est une crise provoquée par les ennemis du Mali. Déclaration hier à Bougouni du président de la transition générale Assimi Goïta lors de sa rencontre avec les autorités administratives et coutumières de la région. Une conférence que le chef de l'État a animée en marge de la cérémonie d'inauguration de la deuxième mine de lithium du Mali. À la conférence générale de l'UNESCO à Samarkand, en Ouzbékistan, le Mali a appelé hier à la solidarité internationale pour accompagner sa marche vers la stabilité et la justice, et un appel contenu dans sa déclaration de politique générale lors de la plénière. En Guinée, le général Mamadi Doumbia est candidat à l'élection présidentielle du 28 décembre. Il a déposé son dossier à la Cour suprême hier soir, tout juste avant l'heure de clôture. Et puis les sports football au tirage au sort de la phase de groupe des compétitions africaines des clubs en Ligue des compétitions, en Ligue des champions. Le stade malien de Bamako hérite d'un groupe très relevé. Quant au Djeliba AC en Coupe de la Confédération, il est logé dans un groupe jugé plus relax. Coupe du monde cadet de football Qatar 2025, le Mali entre en lice demain mercredi. L'actualité des sports, c'est dans une quinzaine de minutes avec Seragatou Sissé. Voilà pour le titre. Et soyez les bienvenus dans ce journal. La deuxième mine de lithium du Mali a été officiellement mise en service hier par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Une inauguration qui ouvre la voie à l'extraction de 100 000 tonnes de concentré de spodumène pour une première phase qui concerne Ngalananla dans la région de Bougouni. Une période de 5 ans. La part du Mali est chiffrée à 250 milliards de francs CFA. Pour le président de la transition, cette mine traduit la volonté du Mali d'être leader en production de lithium en Afrique. Et je vous propose à présent d'écouter le président Assimi Goïta au micro de notre envoyé spécial Sira Bachili. Il y a moins d'un an, notre pays a inauguré officiellement la première ligne de lithium de Goulamina. Aujourd'hui, nous procédons à l'inauguration officielle de la deuxième mine de lithium dans la même région, marquant ainsi la volonté affichée de notre pays d'occuper sa place de leader parmi les pays producteurs de cette subsistance stratégique. Comme vous le savez, le lithium n'est pas seulement une ressource, c'est un vecteur de développement industriel et d'innovation technologique qu'il faudra transformer en un vecteur de rayonnement géoéconomique pour notre pays. Et ce projet phare gigantesque sera exécuté en deux phases. La première phase aura un chiffre d'affaires de 46 milliards avec 500 emplois directs. Donc la deuxième phase verra une augmentation de chiffre d'affaires environ 111 milliards avec 800 emplois directs. Comme participation du Mali, environ 35%, donc 5% pour le secteur privé, le Mali aura un bénéfice d'environ 250 milliards. Et ce projet qui vient de commencer a déjà produit ses premiers effets, notamment dans le cadre du développement communautaire. Environ 317 millions ont été investis pour le développement communautaire. 24 milliards ont été investis auprès des partenaires nationaux dans le cadre du contenu local, à savoir l'achat des biens et services. Nous voudrons effectivement profiter de cette occasion, non seulement pour saluer la population de Bougouni qui est massivement sortie, aussi saluer la décision forte du gouvernement pour l'annulation de 121 titres miniers dont 100 permis de recherche. Et cela s'inscrit dans le cadre de la volonté du peuple malien d'assainir le secteur minier qui a été longtemps soumis à une exploitation illégale et frauduleuse de certaines personnes. Je voudrais aussi profiter pour saluer la résilience du peuple malien face à cette crise, aussi lui retirer notre volonté de faire du secteur minier un moteur de développement économique et harmonieux de notre pays. La vision du Mali, c'est de faire du secteur minier un moteur de développement économique. Quand vous parlez de développement, non seulement il y a tout ce qui est dividende en termes de taxes, en termes d'impôts, mais aussi la part de l'État du Mali.
Mais cela aussi, c'est de veiller à ce que le peuple malien puisse profiter de ces différents projets, notamment l'emploi des jeunes. Déjà, il y a la loi sur le contenu local qui est désormais une obligation pour tout partenaire de veiller aux intérêts du peuple malien, non seulement en termes d'employabilité, mais aussi en termes de partenariat avec les sociétés privées maliennes. Justement, en marge de la cérémonie d'inauguration de la mine de lithium de Bougouni, le chef de l'État a rencontré les autorités administratives et coutumières de la région. Le président a énuméré les retombées économiques et la mise en la mine, sans oublier la pénurie des hydrocarbures, une crise provoquée par les ennemis du Mali. Il a salué l'endurance des Maliens face à cette crise. Retour sur cette rencontre avec Agali Agagissa. Le chef de l'État face à l'administration et aux autorités coutumières de la région de Bougouni. Une tradition mise à profit par le général de brigade Ousmane Wele, gouverneur de la région, pour exprimer la gratitude des populations pour les nombreuses réalisations en cours dans la région. Le général Wele a mentionné dans son discours certaines préoccupations du moment. L'achèvement des travaux du gouvernement de la région de Bougouni, le projet de réalisation de l'autoroute 2 voies de la route nationale numéro 7, Bamako, Bougouni, Sikasso. La réalisation d'un pied-à-terre avec une grande salle polyvalente de conférence. La construction d'une cité administrative au profit de la région. La construction d'une école supérieure d'ingénieurs des mines et de ponts et chaussées à Bougouni. La mine de lithium de Bougouni est une nouvelle opportunité économique pour satisfaire ses besoins, comme en témoignent les résultats engagés par la première mine de lithium, celle de Galamina. Des retombées largement égrenées par le président de la transition. Les travaux de la mine se déroulent en 2 phases. Le chiffre d'affaires de la première phase est estimé à environ 46 milliards de francs CFA. Celui de la deuxième phase s'élève à plus de 111 milliards de francs CFA après la vente des produits par la mine avec un effectif de 800 employés maliens. Des actions de développement communautaire estimées à plus de 317 millions ont été menées dans chaque commune bénéficiaire avant cette cérémonie d'inauguration. De contenu local, les transactions des opérateurs économiques sont évaluées à 24 milliards de francs CFA. Le président Goïta n'a pas passé sous silence la pénurie des hydrocarbures, une crise imposée par des ennemis du Mali et leurs sponsors internationaux. Il a salué la résilience des Maliens et rassure que des mesures sont prises pour surmonter ces difficultés. C'est une guerre psychologique qui vise à s'aimer la peur chez les citoyens. Donc, il convient de vaincre la peur pour résister. La population doit aider l'armée dans cette lutte. Une guerre planifiée ailleurs pour instrumentaliser la population. Ils ont brûlé les premières citernes et relayé les images sur les réseaux sociaux, avec l'objectif de s'aimer la crainte chez les populations. Heureusement, celles-ci ont compris ce complot des ennemis. Dans son intervention, le président a rendu un vibrant hommage aux chauffeurs, aux opérateurs économiques, aux forces de sécurité qui s'investissent nuit et jour pour ravitailler les pays en hydrocarbures. Malgré l'insécurité sur les routes, le président a exhorté les Maliens à la vigilance et à l'union sacrée pour construire un Mali souverain et prospère. Gérard d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Les stratégies développées par le gouvernement pour une sortie de crise doivent être accompagnées par la population. Et cela doit commencer dans nos familles, en réduisant les dépenses et s'assister mutuellement. Nous saluons la résilience des populations malgré les difficultés et nous invitons les spéculateurs à un changement de comportement. Auparavant, comme le veut la tradition, le président a remis une enveloppe symbolique aux autorités coutumières qui, à leur tour, ont fait de bénédictions pour les pays. Bougouni, Agali, Agissa, Djibril Bagayogo pour l'Orten.
13h09, un petit détour par Bamako avant de repartir à l'intérieur du pays. Ouverture hier de la 10e session ordinaire du Haut Conseil des collectivités. Une rencontre placée sous le signe de la résilience et du dialogue dans un contexte marqué par une crise multiforme, notamment la pénurie d'essence qui affecte le quotidien des Maliens. Reportage Khadija Toukoné. Cette session se tient à un moment où le Mali fait face à des défis économiques, sécuritaires et sociaux. Occasion donc pour le président du Haut Conseil des collectivités de dresser un état des lieux de la situation nationale, notamment la pénurie de carburant qui, selon lui, a des répercussions sur les activités économiques. Mamadou Satigui Diakité, président du Haut Conseil des collectivités. Notre pays subit des attaques terroristes dont le dessein est d'asphyxier économiquement notre nation. Ces actes criminels renforcent au contraire la solidarité et l'unité du peuple malien autour des autorités. Face à ces défis, le président du Haut Conseil des collectivités a exprimé toute sa reconnaissance aux autorités de la transition pour les mesures engagées afin d'atténuer les effets de la crise actuelle et pour la poursuite des réformes destinées à renforcer la souveraineté et la stabilité du pays. Félicitez, Monsieur le Premier ministre, vous et votre gouvernement, pour les mesures urgentes et efficaces prises afin de contenir cette crise courageuse, traduisent votre engagement pour le bien-être des populations. Il en est de même de la détermination et du courage de nos opérateurs économiques et leurs chauffeurs qui sont victimes de ces barbaries d'un autre âge. Le Haut Conseil des collectivités réaffirme son soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité. Il a également félicité les avancées enregistrées au sein de la Confédération des États du Sahel, une coopération régionale qui incarne l'espoir d'un Sahel plus fort, plus solidaire, a souligné le président du Haut Conseil des collectivités. Cette session ordinaire de l'institution a également mis en avant des réalisations comme le renforcement de la décentralisation et le développement des collectivités territoriales. Le Haut Conseil des collectivités a réalisé de nombreuses activités et a apporté des contributions de qualité à des documents de politique nationale. Lors des travaux de cette session, les conseillers nationaux vont étudier et analyser des dossiers transmis par le gouvernement pour avis. Mamadou Satigui Diakité, président du Haut Conseil des collectivités. L'appropriation de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, l'appropriation de la vision Malikoura-Niatasra 2063 et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033, prouver à nos braves populations qu'elles ont eu raison de placer leur confiance en vous. Le Haut Conseil des collectivités, à travers son président, a réaffirmé son engagement à accompagner le gouvernement dans la construction d'un Mali uni, fort et souverain. En 5e région, c'est la mobilisation générale pour l'éradication de la peste des petits ruminants et le marquage des animaux. Dans la Venise malienne, plus de 2 millions de têtes de petits ruminants seront vaccinées gratuitement. Reportage au Mopti Aminata Touré. Cette campagne spéciale de vaccination et de marquage 2025-2026 des animaux contre la peste des petits ruminants qui vient d'être lancée est une initiative du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel phase 2 financé par la Banque mondiale et le gouvernement du Mali. Oumar Arsike, représentant du directeur régional des services vétérinaires de Mopti. C'est une maladie vraiment qui est une menace pour les petits ruminants. Et nous avons eu la chance quand même d'éradiquer la peste chez les bovins. Et nous souhaiterons vraiment d'ici 2030 vraiment éradiquer ce fléau aussi. Au cours de cette campagne, 15 millions de têtes de petits ruminants seront vaccinées et marquées à travers toutes les régions du Mali, dont 2 679 767 têtes dans la région de Mopti. Moussa Koulibaly, coordinateur national du projet d'appui au pastoralisme au Sahel, phase 2. Cette campagne rentre dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique d'éradication de la peste des petits ruminants. Le PREP s'est engagé à soutenir une vaccination gratuite cette année. La peste des petits ruminants, c'est une maladie mortelle. Elle peut engendrer une perte jusqu'à 90% du cheptel. Mamadou Seydou Diara, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Mopti. Des sessions de formation et de sensibilisation accompagneront cette initiative afin d'assurer une compréhension partagée des objectifs et des méthodes
notamment en matière de traçabilité et de rapportage numérique grâce à l'outil Kobo Toolbox. Aux éleveurs, agro-pasteurs et pasteurs partenaires de l'élevage, je voudrais leur inviter à faire de la présente campagne une réussite totale. Cette opération gratuite et obligatoire mobilisera l'ensemble des services vétérinaires publics et privés, les autorités administratives, les collectivités territoriales et les organisations professionnelles d'éleveurs. Mopti, Aminata Touré et Suleiman Tepsigé pour l'ORTM. ORTM, il est 13h15 de l'actualité hors de nos frontières. En Guinée, c'est désormais officiel. Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, est candidat à l'élection présidentielle du 28 décembre. Il a déposé son dossier à la Cour suprême hier soir, tout juste avant minuit, l'heure de clôture. Une dizaine d'autres candidats ont également fait acte de candidature. Parmi eux, Lassana Kouyaté et Ousmane Kaba. La Cour suprême doit maintenant statuer sur les dossiers avant de publier la liste définitive attendue d'ici le 13 novembre, mais cette élection se déroulera sans les figures majeures de la politique guinéenne. Alpha Condé, Selou Dalen Diallo ou encore Sidia Touré ne pourront pas y participer pour des raisons d'âge, d'exil ou de détention. Au Gabon, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a demandé à tous les ministres élus et députés de quitter leur poste au sein du gouvernement, ceci en vertu de la nouvelle constitution du pays qui met un terme au cumul d'un mandat parlementaire et une fonction ministérielle. Concrètement, cela signifie que les ministres concernés ont 2 semaines pour démissionner avant l'installation du Parlement prévue le 17 novembre prochain. Jusqu'ici, les ministres élus pouvaient rester au gouvernement tout en laissant donc leurs suppléants siéger à l'Assemblée ou au Sénat. Cette décision marque un tournant dans l'organisation politique du pays. Aux États-Unis, Nigeria, Donald Trump a vivement critiqué le Nigeria, allant jusqu'à évoquer un danger existentiel pour les chrétiens du pays et en menaçant d'une intervention militaire. Il a même indiqué que sur les réseaux sociaux, avoir demandé au Pentagone de se préparer à agir rapidement et efficacement contre les groupes terroristes. À Abuja, le président nigérien Bola Ahmed Tinubu a choisi la prudence. Il s'est dit prêt à discuter avec Washington sur la sécurité, mais insiste, toute action doit respecter la souveraineté du Nigeria. Le gouvernement nigérien rappelle aussi que les violences touchent toutes les communautés chrétiennes comme musulmanes. Pour les experts, ces tensions dépassent la religion. Elles révèlent des fractures profondes mêlant questions ethniques, économiques et politiques. En Tanzanie, la réélection de la présidente Samia Suluhu Hassan suscite de vives tensions officiellement. Elle remporte 97,66% des voix, mais l'opposition dénonce une élection parodie de démocratie après la disqualification et l'emprisonnement des principaux rivaux. Depuis le déroulement des scrutins, plusieurs grandes villes comme Dar es Salaam et Mwanza ont été les théâtres de manifestations réprimées par les forces de l'ordre. Selon certaines sources, près de 700 personnes auraient été tuées. Malgré cette situation tendue, Samia Suluhu Hassan a été investie présidente hier, appelant à l'unité et à la solidarité. Guerre au Soudan, les États-Unis tentent de raviver la paix au Soudan, donc dévasté par la guerre depuis bientôt 2 ans. Washington propose une trêve humanitaire de 3 mois, première étape d'un plan plus large pour relancer le dialogue politique. Le projet soutenu par l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis intervient alors que les combats s'intensifient. Les forces de soutien rapide ont pris la semaine dernière les contrôles de la ville de Del Fasher, dernier bastion de l'armée au Darfour. Selon l'ONU, la situation au Soudan est désormais considérée comme la pire crise humanitaire au monde, avec plus de 40 000 morts et 14 millions de déplacés depuis avril 2023. Réunis à Istanbul, 7 pays musulmans, dont la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Jordanie, ont affirmé leur refus de voir une tutelle étrangère imposée à Gaza. Leur message est clair, les Palestiniens doivent diriger leur propre territoire et assurer leur sécurité, alors qu'un cessez-le-feu fragile tient depuis 2 semaines. Le ministre turc des Affaires étrangères a appelé à reconstruire Gaza et à favoriser une réconciliation entre le Hamas et l'autorité palestinienne pour que la voix des Palestiniens soit plus forte sur la scène internationale. Et puis, je le disais en titre, le Mali a lancé hier un appel à la solidarité internationale, notamment à l'UNESCO,
pour accompagner sa marche vers la stabilité, la justice et la prospérité partagée. Un appel contenu dans la déclaration des politiques générales à la plénière du jour de la conférence générale de l'UNESCO à Samarkand, en Ouzbékistan. Les documents présentés par l'ambassadeur délégué permanent du Mali auprès de l'UNESCO saluent une coopération qui n'a cessé de renforcer ces dernières années avec ses choix en matière d'éducation, de sciences, de culture, de communication et d'information, tout en sollicitant l'accompagnement de l'organisation pour les mettre en œuvre. Envoyé spéciaux à Samarkand, Yaya Konaté, Abdul Salam Bambara. 6 minutes chrono pour exposer les visions, les expériences, mais aussi les attentes des États membres par rapport à l'action de l'UNESCO. L'exercice est appelé Déclaration de politique générale et c'est l'ambassadeur délégué permanent du Mali auprès de l'organisation qui s'y prête au nom des autorités maliennes. Occasion pour le Mali de réaffirmer son adhésion pleine et entière aux idéaux de l'UNESCO, mais aussi de saluer une coopération qui n'a cessé de se renforcer ces dernières années. Amadou Opacham, ambassadeur délégué permanent du Mali auprès de l'UNESCO. Notre coopération avec l'UNESCO est ancienne, multiforme et fructueuse. Ces dernières années, elle s'est renforcée à travers des actions concrètes, à savoir l'élaboration du document de politique nationale de la science, de la technologie et de l'innovation, la reconstruction du patrimoine culturel détruit par les terroristes, la mise en œuvre du programme Capacité pour l'éducation CAPED, notamment les concours nationaux Miss Sciences destinés à encourager les jeunes filles dans les filières sciences et techniques, des ateliers de formation sur les changements climatiques et la lutte contre l'extrémisme violent, des concertations régionales pour la mise en place de réserves de biosphère transfrontalières. Ces initiatives illustrent justement la vitalité et la pertinence du partenariat Mali-UNESCO. Restauration de la paix et de la sécurité, construction ou reconstruction d'infrastructures socio-éducatives, promotion d'un développement durable et inclusif, 3 axes essentiels sur lesquels se fonde le processus de refondation au cœur de la transition au Mali. Un processus qui se conduit dans un esprit de dialogue national avec 2 dynamiques majeures que sont la création de l'Alliance des États du Sahel et la proclamation de 2025 comme année de la culture au Mali. Ce faisant, notre pays, dans sa déclaration de politique générale, accorde une attention particulière à l'éducation, à la question des langues nationales, à la promotion des sciences exactes et naturelles, des sciences sociales et humaines, à la culture, mais aussi à la communication et à l'information. La DPG décline les choix du Mali en la matière et sollicite l'accompagnement de l'UNESCO. Amadou Opacham, ambassadeur délégué permanent du Mali auprès de l'UNESCO. Le Mali vit une transition historique, animée par la ferme volonté de restaurer sa souveraineté, de renforcer la justice et de promouvoir un développement humain durable. Il lance un appel à la solidarité internationale, notamment à l'UNESCO, pour accompagner cette marche vers sa stabilité, la justice et la prospérité partagée. Au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, je réaffirme la détermination du Mali à œuvrer inlassablement pour le triomphe des idéaux de l'UNESCO, la paix pour l'éducation, la science et la culture. Tout en saluant les autorités du pays hôte et les organisateurs de la conférence, le Mali n'a pas manqué de souligner l'importance de ce rendez-vous biennal, un moment privilégié de concertation, de réflexion et de définition des grandes orientations dans le domaine de l'éducation, des sciences, de la culture, de la communication et de l'information au niveau mondial. Samarkand, Yaya Konaté, Abdul Salam Bambara pour l'ORTM. L'actualité des sports dans ce journal, c'est l'affaire de Serakatou Sissé qui m'a rejoint à l'instant. Bonjour Serakatou. Bonjour Soumaïla Berté. Tirage au sort de la phase de groupe des compétitions africaines des clubs en Ligue des Champions. Le Stade malien de Bamako est dans le groupe D. Oui, en concurrence avec l'Espérance sportive de Tunisie, Simba SC de la Tanzanie et Petro Atlético Luanda d'Angola. Ces 3 adversaires sont tous des habitués de la Ligue des Champions. L'Espérance est finaliste en 2024, Simba quart de finaliste en 2024 et Petro demi-finaliste en 2022. Le Stade malien de Bamako, lui, découvre la compétition pour la première fois. Autre détail, si le Stade malien de Bamako va croiser les Tanzaniens de Simba SC pour la toute première fois de l'histoire, tel n'est pas le cas avec l'Espérance et Petro, mais en Coupe de la Confédération. En 2015, en phase de groupe, le Stade malien bat l'Espérance à l'aller 2-1. Au retour, l'Espérance gagne
buts à 0. En 2019, tour de cadrage, le Stade Malien est tenu en échec 1-1 à l'aller à Bamako avant de s'incliner 2-1 au retour. En Coupe de la Confédération, le Djulba AC est logé dans le groupe A. Aux côtés de l'Union sportive de Médina d'Algérie USM, de l'Olympique Club de Safi du Maroc et de FC San Pedro de la Côte d'Ivoire, le Djoliba AC croisera ses adversaires du groupe A pour la première fois, toutes compétitions confondues. L'USM, c'est un statut de finaliste en 2023. L'Olympique Club de Safi et San Pedro n'ont pas de palmarès au plan continental. Le Djoliba AC en Coupe de la Confédération, c'est quand même une finale perdue en 2012. La première journée de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération est programmée le week-end du 21, 22 et 23 novembre. Le Stade Malien ira à Tunis défier l'Espérance et le Djoliba AC recevra l'Olympique Club de Safi du Maroc. La Ligue des champions d'Europe, poule unique, la 4e journée commence ce mardi avec 9 rencontres. À 17h45, Naples, Eintracht Francfort et Slavia Prague, Arsenal. Et à 20h, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Liverpool, Real Madrid, Atlético de Madrid, Royal Union Saint-Gilloise, Bodo Glimt, Monaco, Juventus Turin Sporting Lisbonne, Tottenham FC Copenhague et Olympiakos Le Pirée, PSV Eindhoven. Notez ces nouveaux horaires pour le coup d'envoi 17h45 et 20h. Une bonne partie de l'Europe est passée à l'heure d'hiver, donc GMT +1. Coupe du monde de cadets de football Qatar 2025, le Mali entre en lice demain, mercredi. Ce sera dans le groupe L à 14h45 face à la Nouvelle-Zélande. Les garçons du sélectionneur Adama Djefla Diallo se mesureront ensuite à l'Autriche le 8 novembre et enfin l'Arabie Saoudite le 11 novembre. La meilleure performance du Mali à la Coupe du monde des cadets reste cette deuxième place acquise en 2015. Merci Siragatou Sissé pour toutes ces informations sportives qui mettent un terme à ce journal. Mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Bekay Sissé et Badji Touré, réalisation Jafar Cham, coordination éditoriale Ousmane Dao, à ce microphone Soumaïla Berti. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'information c'est à 19h30 avec Seydou Fomba. Dans un instant et juste après nous, retrouvez Fousseni Diara pour les avis et communiqués. Excellent après-midi à tous. Au revoir.